Donc la décision de la France d'accueillir ces migrants, Marion Parizet, c'est plus une décision politique qu'une décision humanitaire. C'est une décision, pour moi, en premier abord, une décision humanitaire, même si en fait elle soulève beaucoup de questions politiques derrière. Et aujourd'hui, elle soulève beaucoup de questions politiques parce que ce qu'on voit et ce qu'elle pointe, c'est toutes les défaillances ou en tout cas les problématiques de notre système d'accueil des réfugiés et des migrants illégaux de manière générale. D'une part parce que, comme on l'a dit déjà, on a en effet un devoir de secours, mais en acceptant d'accueillir des bateaux de migrants de cette manière-là, on encourage aussi un mécanisme qui est porté par des passeurs et par des associations qui portent secours en mer. Ces bateaux, ils pourraient très bien trouver d'autres ports de destination, mais là, ce n'est pas le cas. C'est principalement vers l'Europe qu'elles se tournent parce que c'est aussi là où ils ont l'ancrage et il y a cette volonté de donner les meilleures chances. C'est l'Eldorado. Ils auraient très bien pu accoster en Tunisie ou en Égypte, mais ils ne le font pas. C'est l'Europe. Donc le premier pays, c'est l'Italie. Et parce que et ensuite, c'est la France. C'est des associations qui ont aussi des logiques, des valeurs qui sont celles des valeurs occidentales, qu'ils ne retrouvent pas, et des valeurs de protection des droits de l'homme qui ne sont pas, il faut le dire, partout également respectées dans certains pays voisins, même du nord de l'Afrique. Mais derrière, on a deux enjeux qui sont pointés avec ça. Il y a deux choses. Il y a le fait que l'entrée et le séjour irrégulier en France ne sont plus des délits. Donc, de facto, n'ont plus de valeur délictuelle. Le séjour seulement. L'entrée, encore un délit. Voilà, il n'y a pas de... une fois qu'ils sont sur place, après, on peut plus sanctionner, c'est ça. C'est la difficulté. À partir de là, on ne peut pas sanctionner une arrivée qui est illégale en tant que telle. Et on a un problème aussi qui est sur la gestion des demandes d'asile. Parce que, de facto, quand on accepte qu'elles puissent se faire en masse comme ça sur notre territoire directement, on va forcément avoir ces phénomènes d'entrée illégale, puisqu'elles ne sont pas sanctionnées, et de demandes d'asile par la suite, qui sont très difficiles après à renvoyer dans les pays d'origine, puisque nous n'arrivons pas à appliquer les OQTF. Et là, on aurait quelque chose à faire sur plutôt essayer de délocaliser le traitement des demandes d'asile, les délocaliser dans d'autres territoires, dans d'autres pays avec lesquels on peut avoir des partenariats. Le Royaume-Uni l'a mis en place avec le Rwanda, il me semble, pour pouvoir faire en sorte qu'on ait des hotspots qui traitent les demandes d'asile d'une certaine région, des partenariats avec des pays dans lesquels on a confiance politiquement et qui puissent, dans ce cas-là, permettre d'éviter d'alimenter ces flux de migrants qu'on a et qui sont irréguliers, qui alimentent aussi derrière des réseaux criminels, il faut le dire. Bien sûr. En effet, l'Italie a reçu beaucoup de migrants, mais là, maintenant, elle commence à verrouiller. Mais Giorgia Meloni a eu le succès qu'elle a eu parce que l'Italie, aujourd'hui, souffre d'une crise migratoire qui s'étale depuis déjà 20 ans, avec un nombre d'immigrés, de personnes étrangères sur le territoire italien qui a été multiplié par 5, dans un pays qui n'a jamais réussi à se relever économiquement des crises de 2008 et de 2010-2011. Donc on est sur un pays qui s'est appauvri, avec en plus par-dessus des migrants qui arrivent en masse et qui ne sont pas intégrés dans cette économie. Les Italiens en souffrent énormément et ils ont cru pendant un temps que l'Union européenne allait endosser un peu ce rôle de solidarité que l'Union européenne a promis pendant de longues années, a annoncé, avec la répartition des arrivées de migrants, etc. Mais ils se sont sentis laissés à l'abandon. Ils se sont sentis laissés à l'abandon et ils ont élu Giorgia Meloni pour cette raison, pour reprendre la main sur ces thématiques. Et lorsqu'on voit que le ministère de l'Intérieur italien annonce que depuis le début de l'année, il y aurait eu 85 000 arrivées illégales en Italie, on peut comprendre en effet que là, la position de Darmanin soit complètement déraisonnable, ou en tout cas ne soit absolument pas acceptable pour le gouvernement italien. Sachant, Marion Parizet, que beaucoup de ces migrants qui arrivent en Italie passent en France, passent en France après, même de manière illégale, en passant par les Alpes. Oui, bien sûr. Mais on a toujours un certain nombre qui restent, évidemment, en plus. Mais derrière, c'est du coup le propos de du ministre Darmanin, qui est de dire l'Italie ne fait pas son devoir d'humanité en accueillant ces 300 migrants-là, alors que le jour même, elle en a accueilli déjà 600. Ça ne tient pas, même ça ne peut pas tenir politiquement et face à la société italienne qui est déjà complètement fracturée sur ces questions. C'est vrai que les centres-villes, les vieilles villes, en général, c'est le cas à Lille, mais aussi dans beaucoup d'autres communes françaises, on n'a pas toujours toutes les informations.
C'est toujours assez complexe. Sur l'état des bâtiments, notamment, surtout quand ils sont privés. Et surtout quand ils sont privés, parce que même si on est sur des vieilles villes, on est sur des vieilles villes qui évoluent aussi. On a des travaux, on a du bâti plus récent qui est à côté du bâti ancien, qui peuvent aussi déstabiliser des structures architecturales parce qu'elles n'ont pas été construites de manière à pouvoir absorber ces changements. Des changements dans le sol. On a le cas des explosions de gaz, mais des fois, ça peut être simplement des gonflements qui vont déstabiliser des structures. Absolument. Donc ça demande vraiment une attention très vraiment au jour le jour de tous, que ce soit les services publics et les structures privées et les syndicats de copropriété notamment. Mais il y a deux cas. Il y a le cas vraiment où il peut y avoir une cause et notamment des alertes qui ne sont pas écoutées parfois, comme on a pu avoir justement... À Marseille, rue d'Aubagne notamment, on peut voir encore quelques images d'il y a 4 ans, où là c'était effarant en effet. Voilà, sur la rue Trévis aussi à Paris, ça se pose cette question justement de la responsabilité. Une fois qu'il y a eu ces alertes, qui les prend en compte et est-ce qu'on fait quelque chose? Il y a une responsabilité qui peut être engagée. Et puis on a des incidents qui vont relever d'un contrôle un peu plus régulier, du hasard, des probabilités. Et là, c'est simplement l'attention au jour le jour et l'attention régulière de tous les acteurs de l'entretien de ces bâtiments qui est à prendre en compte. Des déserts médicaux, mais pas seulement dans les campagnes ou dans les petites villes, les grandes villes aussi en manquent. Pourquoi, Marion Parizet, manque-t-on de médecins en France? On a commencé à le voir dans votre reportage. Il y a déjà, peut-être le point qui n'est pas mentionné, c'est la question du vieillissement. On a un vieillissement général de la population des médecins généralistes, de plus en plus qui partent à la retraite et qui ne sont pas remplacés parce qu'on a instauré le numerus clausus pendant de longues années qui a complètement restreint en fait, la population de soignants malgré tout. Et donc aujourd'hui, on se retrouve face à un déficit parce que ces médecins-là partent à la retraite et que très peu de jeunes vont reprendre ces fonctions-là, qui sont des fonctions qui sont aussi difficiles, et ça fera aussi, je pense, écho à un sujet qu'on traitera plus tard. Mais être médecin généraliste aujourd'hui, ça veut dire ne pas compter ses heures, ça veut, étant donné justement qu'on a un tellement grand nombre de patients, on ne peut plus compter ses heures. Être assez mal payé finalement aussi. On n'est pas forcément bien payé par rapport au nombre d'heures qu'on dévoue à son travail. On peut être mobilisé les week-ends, le soir, les jours fériés, notamment quand on est dans des déserts médicaux ou en milieu rural. Et aujourd'hui, on a probablement un certain nombre de jeunes qui hésitent peut-être à se lancer dans cette dynamique-là parce qu'ils savent aussi qu'ils seront lâchés seuls dans ce monde-là qui va être très difficile et ils auront du mal à pouvoir encaisser ce choc. Et puis, c'est coûteux dans les grandes villes. C'est parfois des conditions qui sont difficiles avec une mise en danger. Parfois, on en a parlé lors des attaques, on en a parlé sur Médecins sans frontières, non, pas Médecins sans frontières, SOS Médecins qui s'était mis en grève ou qui avait arrêté de desservir certains quartiers parce que justement, ils sont mis en danger. Aujourd'hui, c'est difficile. Là, c'était une agression carrément d'une patiente à l'encontre d'un médecin. Exactement. Il se trouve que c'était dans un centre, mais ça pourrait être tout à fait dans un cabinet. Et dans ce cas-là, la mise en danger, elle est très difficile à assumer quand on est seul dans son cabinet à assurer ses fonctions. Bien sûr. Il n'y a pas un matin où vous dites j'ai la flemme, Marion Parizet, ça nous arrive à tous. Je vais me faire porter pâle. Ça nous arrive à tous, à un moment, se dire bon, aujourd'hui, est-ce que je suis vraiment motivée? Après, il y a de la dynamique et de la rigueur personnelle qu'on y met. Mais pour les jeunes, j'aimerais rajouter peut-être un angle d'analyse. On est aussi sur ces 25-35 ans dont je fais partie, une génération qui a grandi avec les études supérieures, de longs cours, avec une espèce de promesse derrière qui était de faire des études pour avoir le choix, pour avoir du sens dans son travail, pour avoir de la qualité de vie, pour avoir finalement, on donnait ces années pour pouvoir regagner quelque chose par derrière. Et les crises arrivant par-dessus cette promesse ont en fait réduit à néant ou en tout cas questionné profondément le sens de ce temps dédié à étudier, je pense, pour une partie des jeunes. Et c'est notamment quand on parle de bullshit job, ces jeunes qui
ne comprennent plus le sens de ce pourquoi ils travaillent, à quoi ça sert dans la société. C'est aussi un peu ça. Et ça, je pense que ça affecte profondément la motivation qu'on a à se lever le matin si on a l'impression que finalement on est dans une roue de hamster à tourner, à faire la même chose de jour en jour. Et ça joue aussi. C'est un des éléments, parce que je pense qu'il y a effectivement la logique aussi économique derrière. Un certain nombre d'entreprises ont très bien su profiter, surfer sur la vague finalement des développements d'un certain nombre de technologies, du développement de la livraison pour pouvoir justement élargir leur périmètre. Et ça entraîne des changements de société qui sont profonds aussi. Mais il ne faut pas négliger cette recherche de sens, parce que c'est celle qu'on retrouve dans la crise du travail, c'est celle qu'on retrouve dans la crise par rapport à l'écologie aussi, parce que tous ces éléments-là sont liés pour se dire, bon, de quoi demain sera fait et pourquoi finalement je me lève aujourd'hui. Marion Parisé. Il faut toujours regarder les différents niveaux. Ça n'empêche pas de pouvoir garder un niveau de proximité qui est le niveau essentiel en premier abord, mais de pouvoir avoir recours à de la télémédecine notamment pour justement des opérations par exemple très techniques où l'expert, la personne compétente ne serait pas à proximité. Ben là, ça peut permettre pouvoir opérer en Afrique depuis Paris. Depuis Paris, par exemple, ou même déjà dans les déserts médicaux français depuis des grandes villes, pour éviter d'avoir à transporter des patients et à mettre leur vie en danger, par exemple. Ça peut être des conditions essentielles pour permettre aussi à chacun d'avoir accès aux meilleurs services possibles. Pour un examen et une auscultation classique, ça ne veut pas dire qu'il faille franchement, tout faire. On a, je pense, quasiment tous eu recours à des téléconsultations pendant le Covid. On voit aussi les limites de ce que ça peut avoir. Bon, certes, ça ne remplace pas une consultation réelle, parce qu'il y a des choses qui ne se remplacent pas. Et derrière la technologie, il y a toujours l'homme. Et c'est ça, derrière, c'est toujours le cœur de Absolument, il y a toujours l'homme. Il faut acheter français, mais Marion Parisé, est-ce qu'acheter français, cela coûte forcément à chaque fois beaucoup plus cher? Dans un premier temps, pour un certain nombre de produits, oui, de facto, parce qu'on a aussi des conditions de travail, un coût du travail qui est aussi plus élevé. Mais on parlait justement de la motivation, et la motivation des jeunes notamment. Je pense que ça passe par ce genre de projet, parce qu'en achetant français, mais en produisant français, en s'impliquant dans ce genre d'initiative, on voit où vont les efforts qu'on produit. On voit qu'on va pouvoir payer des gens qui travaillent, on voit qu'on produit des choses et qu'on va aider à produire des choses de qualité qui servent aussi au quotidien à des gens. Et ça fait partie de la façon dont on construit le sens, la vision à long terme. Et ça, on en a besoin aujourd'hui pour remobiliser aussi toute la population. Alors que l'on vient de faire l'éloge de la flemme ou d'un certain état d'esprit, est-ce que vous pensez qu'en France, aujourd'hui, il est facile, il est simple d'être un jeune chef d'entreprise qui a envie de travailler dans le contexte économique et social qui lui est proposé? Ça n'est pas facile. De toute façon, qu'on soit jeune ou pas jeune, entrepreneur, ça a toujours été... C'est une vocation qu'il faut encourager. Et on n'a pas beaucoup encouragé en France. On a beaucoup moins qu'aux États-Unis ou dans le monde anglo-saxon, où cette culture de l'entrepreneuriat, elle est beaucoup plus présente, parce qu'on a aussi une autre culture de l'échec. Les Américains acceptent d'avoir des échecs et de rebondir. En France, on est quand même assez frileux sur cette question-là. On a tendance à prendre l'échec vraiment pour soi, à l'intérioriser et à ne pas vouloir reconnaître qu'on peut rebondir et qu'on apprend avec l'échec. On a tendance à le juger de manière très négative. Or, quand on est entrepreneur, on passe forcément par des périodes difficiles. On passe forcément par des choses, des défis de tous les jours. Et ça n'est jamais un long fleuve tranquille. Mais par contre, aujourd'hui, on voit que ça mobilise aussi beaucoup de gens. Sur les réseaux sociaux, on voit que des projets qui sont des projets locaux, qui sont des projets de valorisation du patrimoine, des savoir-faire français ou européens, qui sinon se perdent, que ce soit la filature, la production, comme ce qui est montré au salon Made in France, ça mobilise. Ils arrivent à avoir des communautés et ils arrivent à trouver aussi un marché. Et ça doit permettre aussi à des jeunes de s'engager. Mais en effet, on est dans un contexte qui est compliqué.